à tous et bienvenue dans Medi Investigation. Merci d'être avec nous pour le tout premier numéro de l'année 2016. Toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année. Aujourd'hui, votre magazine d'investigation et de grands reportages vous emmène en France. Nous allons revenir ce soir sur la victoire historique du Front National à l'issue du premier tour des élections régionales le mois dernier. Le parti de Marine Le Pen s'est alors retrouvé en tête de 6 régions sur 13. Il a presque triplé son score par rapport au dernier scrutin régional. Finalement, à l'issue du second tour et après une campagne de l'entre-deux tours marquée par l'enjeu d'une potentielle victoire de l'extrême droite dans certaines régions, le FN n'en remporte aucune. Mais c'est une défaite toute relative puisque le Front National compte désormais quelques 300 conseillers régionaux de plus et il poursuit son implantation locale. Alors quels enseignements tirer de la percée du Front National? Comment expliquer ce score record? Et qu'est-ce que cela signifie pour les Français issus de la communauté maghrébine? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. L'une de nos équipes est partie à la rencontre de candidats et de militants dits de la diversité. C'est un reportage de Yassir Galzim. 6,9 millions de voix. Le Front National est en tête lors du premier tour dans 6 régions sur 13. Les sondages l'avaient prédit et le vote l'a confirmé. Le sursaut républicain a permis d'éviter le pire, laissant le parti de Marine Le Pen sans région à gouverner. L'alerte reste importante tout de même et les résultats orientent la politique dorénavant en fonction du parti frontiste. Une situation qui augure des heures difficiles pour les Français d'origine maghrébine et pour leurs élus. Nous avons suivi des candidats et des militants dits de la diversité dans différentes régions de France. Autour de Paris en Île-de-France, près de Roubaix dans le Nord et à Marseille en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des candidats et des militants de tous les bords, de la gauche à la droite, en passant par le Front National, ainsi que des candidats du tout nouveau parti musulman, l'UDMF. Ils nous racontent leur parcours, leurs valeurs et leurs envies de représenter l'ensemble des Français. Les dernières élections avant les présidentielles de 2017 sont aussi l'occasion de découvrir la nouvelle configuration politique en France, le tripartisme imparfait. Quelles sont les conséquences du score élevé du parti frontiste? Pourquoi ce vote élevé dans le Nord et en région PACA? Comment les autres partis se positionnent-ils par rapport au programme du Front National? Quelques jours après les attentats de Paris, la peur a sans doute influencé certains électeurs. Mais qu'en est-il du vote des Français d'origine maghrébine? Existe-t-il vraiment un vote musulman? Sur qui se porte-t-il? Et comment se manifeste-t-il? Retour sur un scrutin qui aura une influence certaine sur les futures élections françaises. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Paris, dans la ville de Meaux, en Seine-et-Marne. Une ville de 50 000 habitants, avec son centre piéton et sa cathédrale. Une ville dirigée par Jean-François Copé, l'ancien président du parti de droite l'UMP. Meaux possède aussi des ensembles HLM en cours de rénovation. C'est là que la campagne bat son plein en ce mois de décembre. Front de gauche, FN et Républicains se partagent le pavé. Front de gauche pour les élections régionales du 6 au 13. Merci. Voilà pour les élections régionales. Oui, on va avancer. On en donne un? Oui, je l'ai en couleur dans le boîte à lettres, merci. Amida Rizek, j'ai 43 ans, j'ai un BEP CAP de secrétariat, j'ai fait un DUT de technique commerciale, une licence maîtrise en sciences humaines à l'université de Paris 5, René Descartes, et je suis entrée en politique en 2008 avec un premier mandat en tant que maire adjointe à Meaux, à la petite enfance, famille et périscolaire, et en 2010, premier mandat de conseil régional pour l'Île-de-France. Bonjour madame, c'est pour les élections régionales, vous avez? D'accord, bonne journée. Bonjour, bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Ouais. Tenez, c'est pour les élections régionales, pour le 6 décembre prochain. Donc là vous avez également la lettre de Jean-François Copé et Valérie Pécresse pour les régionales de dimanche. D'accord, merci. Bonne journée, au revoir. On a aussi une bonne équipe de militants qui font du collage, qui tournent sur tous les panneaux. Cette campagne-là, nous, on sent que les gens sont mobilisés quand même parce que toutes les problématiques et les compétences de la région, le logement, le transport, sont vraiment des problématiques du quotidien des Franciliens et des Franciliennes, donc ils se sentent assez concernés quand même. À quelques kilomètres de Meaux, Massy dans l'Essonne.
une ville de 40 000 habitants, située au sud-ouest de Paris, connue pour abriter le seul opéra en banlieue. C'est dans son fief que nous retrouvons Ella Kribi-Romdan. Je m'appelle Ella Kribi-Romdan, j'ai 35 ans, j'habite Massy dans l'Essonne. J'ai eu un bac+5, un master en communication politique et publique. Je suis cadre de la fonction publique territoriale. Je suis conseillère régionale depuis 2010 et depuis 1 an, je suis vice-présidente de la région, chargée de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi. Sa fonction l'entraîne aujourd'hui à débattre avec le candidat du Front National et des Républicains sur l'apprentissage dans un centre de formation des apprentis à Paris. Un débat durant lequel on parle programme et ambition pour la région. Et surtout, merci à l'ANA pour son engagement citoyen parce que tout le monde se désintéresse, beaucoup de jeunes se désintéressent des élections et du politique en règle générale. Et c'est toujours bien de confronter des sujets concrets du quotidien qui vous concernent directement aux candidats qui vous représenteront demain. Des parcours atypiques et des militantes de longue date qui sont enfin reconnues comme femmes politiques à part entière. J'ai choisi le Parti socialiste parce que d'abord je savais que je voulais m'engager à gauche, parce que pour moi le combat pour l'égalité et pour la justice sociale, il se joue à gauche. Et que il se trouve que c'est aussi parfois au fil des rencontres. Le grand parti de la gauche dans les années 90, c'était le Parti socialiste, ça l'est encore aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai quelque part été recrutée, formée par Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était au Parti socialiste. J'ai eu donc un engagement tout de suite même à la gauche du Parti socialiste. Il se trouve qu'il a changé de trajectoire entre-temps. Moi, je suis restée fidèle à mes convictions, à mon engagement et à mon territoire. Je me suis encartée en 2003, j'ai pris ma carte à l'époque l'UMP et je cherchais un peu le parti pour lequel, où mes valeurs, je les reconnaissais dans un des partis et j'ai tâtonné, j'ai regardé un peu partout, à droite, à gauche et je me suis rendu compte que les valeurs de l'UMP à l'époque, la famille, le travail, le mérite, c'est des valeurs qui me correspondent et avec lesquelles je vis au travers mon quotidien depuis que je suis étudiante. Et j'ai voulu adhérer à l'UMP à l'époque. Et c'est vrai qu'en rencontrant Jean-François Copé en 1999, parce qu'il était déjà maire il y a quelques années, en 1995, et là, ça m'a conforté dans mon choix d'adhérer au parti de l'UMP à l'époque. Ont-elles ressenti du racisme? Que représentent pour elles leurs origines? Et comment sont-elles perçues par les électeurs? Non, on m'en parle pas. Par curiosité, certains me demandent de quelle origine je suis, parce qu'avec la couleur de peau, soit parfois on prend pour une Antillaise ou une Guadeloupéenne. Mais voilà, les gens veulent savoir. Je leur dis, mais non, je suis d'origine tunisienne, ils sont agréablement surpris. Non, on ne parle pas de ma couleur de peau, non. Mais je me suis toujours considérée comme française. C'est vrai que depuis toute petite, mes parents, c'était l'école, il faut travailler à l'école, pas parce que à travers votre couleur de peau, vos origines, mais en tant qu'être humain. Donc, voilà, je me suis toujours sentie française et pour ça, j'ai aucune difficulté avec cette double culture, comme on dit. Je me sens bien dans mes baskets et pour moi, ça ne pose aucun problème parce que je me sens vraiment totalement française, européenne et bien sûr, mais le doigt, c'est parce que je suis née à Meaux et j'en suis vraiment très fière. Je trouve qu'on est beaucoup renvoyé à nos origines. Voilà, je trouve que pour plein de raisons, parce qu'on est des représentants de la diversité, et moi j'ai toujours été très attachée au fait d'avoir un engagement qui mette d'abord en avant mes compétences, d'abord en avant mon implication. C'est aussi en faisant ces preuves qu'on accède à des responsabilités. Et quand on fait ces preuves, on n'est pas le représentant de la diversité, on n'est pas le représentant d'une origine ou d'une communauté, parce que pour moi, il y a une communauté, c'est la communauté légale, c'est la République française qui réunit tout le monde. Et moi, je suis fondamentalement républicaine et ça me fait toujours mal quand on est renvoyé à son origine ethnique. Il faut qu'on arrive à faire passer ce message qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on est fille de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens, de Sénégalais, de Maliens, qui sont pour beaucoup français. Moi, mes parents sont français. C'est une partie de moi, c'est mes racines, dont je suis extrêmement fière, mais je suis surtout française et je suis porteuse des valeurs républicaines et je ne représente pas une communauté.
À 20 km au nord de Paris, à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, les militants de l'Union démocrate des musulmans français se retrouvent pour tracter sur un marché. Najib Azergui, le président de ce tout nouveau parti, distribue ses tracts en expliquant sa démarche. Moi, c'est Najib Azergui, cadre dans les télécoms. J'ai grandi à Nanterre, je suis né à Nanterre, justement, à côté des fameux bidonvilles. J'étais scolarisé à l'école de la République. J'ai jamais vraiment milité pour un parti. Peut-être, probablement, parce que, comme des milliers de Français, et des millions même de Français, je ne me retrouvais pas dans l'offre politique qui était proposée. On a toujours, je pense, je ne suis pas le seul, voté pour le moins pire. Vous savez qu'on vote dimanche prochain? Ouais, j'ai pas la carte. Oh non, je savais pas, je l'ai la carte. Vous avez la carte? Oui, Nous, on a mis le mot musulman dans le sigle de notre parti, parce que vous l'avez remarqué, en l'espace de 10 ans, le mot musulman il est devenu le centre des débats politiques dans notre pays. On ne parle quasiment pas de la crise économique. Tous les terroristes, c'est normal. Voilà. Alors, Après, on fait en plus, on fait l'amalgame. Les enfants peut-être. À un problème politique, il fallait une réponse politique. Donc c'est là qu'effectivement est arrivée la proposition de l'union, parce que c'est l'unité nationale, démocrate, parce que c'est vraiment la démocratie aujourd'hui qui est menacée. Musulman, parce que c'est devenu un thème de campagne, c'est devenu un problème politique. Ce n'est pas un problème religieux, à l'évidence. Et français, parce qu'effectivement, c'est ce que nous sommes. Nous, ce qu'on dit, c'est que le mot musulman, aujourd'hui, peut-être qu'on sera d'accord, est devenu un argument électoral dans notre pays depuis maintenant une dizaine d'années. Non, non. Non. Déjà, le fait d'inscrire ça, c'est pas d'accord. C'est vrai? Non, vous êtes en France, on est en France. Je me mets pas là-dedans. Quand je fais de la politique, je fais de la politique, hein, mais pas comme ça. Il n'y a pas de meilleure solution de représenter les musulmans. Il y a une meilleure façon comment dirais-je, de faire reconnaître les uns et les autres dans la République. Dans la République. Ça choque, et ça choque encore aujourd'hui, parce que le mot musulman, il est ancré dans la tête des gens. Et tout le monde me disait, oui, mais le mot musulman, est-ce qu'on ne peut pas le changer? Les personnes qui rejoignent l'UDMF ne nous disent pas leur confession. Ils ne viennent pas avec un certificat de musulmanité. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a des personnes qui ont voulu nous signifier qu'ils n'étaient pas musulmans. Alors, il faut rappeler qu'on n'est pas un parti de musulmans qui s'adresserait uniquement aux musulmans. Un parti laïque et musulman, une originalité qui intrigue la presse et les télévisions nationales. Un parti qui se veut ouvert, mais dont le programme en faveur de la finance islamique et du développement de la filière halal reste tout de même à destination d'un électorat communautaire. Une stratégie de cavalier seul revendiquée qu'il n'a pas souhaité développer dans un parti traditionnel. En France, il y a ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. On n'accède jamais aux véritables responsabilités. On ne leur confie jamais véritablement d'engagement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut casser ce plafond de verre. Et on a bien vu à l'évidence que les autres partis ne nous utilisent, des êtres comme nous, issus de l'immigration, comme on aime nous le rappeler, comme des vitrines, mais uniquement factices. C'est à Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous retrouvons Hassen Boukhelifa, qui a fait les frais de ce fameux plafond de verre, alors que la campagne électorale, elle, bat son plein. Cet avocat et militant socialiste depuis 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, à Paris et à Marseille, a fait les frais de cette politique discriminatoire. En 2013, il veut se présenter à la primaire socialiste pour les municipales. Les dirigeants du parti lui refusent les listings de militants. Son acte de candidature et sa campagne réussie lui valent des propositions de places éligibles, mais aussi quelques propos insultants. Ces politiques n'ont qu'un seul mot à la bouche. Nous voulons créer le renouveau. Et puis dès que vous avez des éléments du renouveau qui sont là pour pouvoir agir, eh ben on leur barre la route et on fait tout pour que les candidatures n'aillent pas jusqu'au bout. Et ça a été mon cas. 2 militants socialistes sont allés l'interpeller, lui ont dit « Qu'en est-il d'Hassen Boukhelifa ?» Parce qu'ils avaient entendu dire en effet que les promesses qui avaient été faites à mon encontre n'allaient pas être respectées. Et c'est là qu'elle s'est mise à crier. Je rappelle qu'elle était ministre de la République, comme une furie, hystérique, en disant « Mais vous pourrez dire à Hassen Boukhelifa qu'il ne sera jamais sur ma liste. D'ailleurs, j'ai déjà un candidat arabe de la diversité sur ma liste. Et vous pouvez dire à Hassen Boukhelifa qu'il n'a qu'à aller voir Samia Ghali pour qu'elle le prenne dans les quartiers nord. » J'aurais jamais cru, moi qui suis fils d'ouvrier, qui est arrivé en France dans les années, fin des années 50 en France, qui avons tout réussi finalement.
qui avons réussi professionnellement dans ma vie privée, comme des millions de Français qui ont des origines marocaines, tunisiennes, algériennes ou autres. Mais j'aurais jamais cru en effet que nous puissions être aujourd'hui les cibles d'une large frange de la classe politique et j'ose espérer d'une minorité du peuple français. Ce nouveau regard porté sur la communauté maghrébine en France, Abdelkrim Abour en est également conscient. Ce franco-tunisien, militant Les Républicains, est titulaire d'un bac+5, mais employé en tant que simple magasinier à la RTM. Il nous apporte son point de vue sur ce qui a changé depuis les attentats du 13 novembre. La mentalité, le regard de la population a changé envers la population maghrébine. Il y a beaucoup d'amalgame. On le ressent surtout lorsqu'on est en situation professionnelle, donc dans le milieu du travail, où on a des regards de travers, où on a des expressions qui sont faites, etc. Donc on sent qu'il y a un malaise, et ce malaise-là, on ne sait pas comment aujourd'hui le résoudre. En région PACA, c'est particulier parce qu'il y a une certaine lassitude de la population sur le non-agissement concret des pouvoirs politiques locaux et nationaux sur la région PACA, qui fait que cette situation de laxisme par rapport à certaines situations, par rapport à des faits qui se produisent dans les différents quartiers, même la population qui vit dans ces quartiers où il y a des problèmes, se plaignent, mais on n'en tient pas considération. Donc, soi-disant pour la paix urbaine. Mais cette paix urbaine exaspère de plus en plus la population. Et aujourd'hui, les gens, pour un petit peu exprimer leur ras-le-bol, parce que c'est ça, c'est leur ras-le-bol de cette situation, se tournent vers le FN. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les sondages donnent vainqueur la nièce de Marine Le Pen. Mohamed El Rabaï est chef d'entreprise français d'origine marocaine. Il est passé par le PS avant de rejoindre le parti de centre-droit, l'UDI. Il nous donne son avis sur la situation angoissante dans sa région. Le FN a toujours été très implanté dans la région, le Vaucluse, Carpentras, Orange, Avignon, Marseille aussi depuis les années 95. Avec ce qui s'est passé, ce qui est vraiment malheureux avec les attentats qui nous a tous touchés en tant que Français, puisqu'il y a eu quand même aussi des Franco-Maghrébins qui ont été tués dans ces attentats. C'est vrai que ces attentats-là ont fait énormément de mal, parce qu'on savait qu'avec la gauche, avec ce qui s'est passé ces dernières années, la gauche était en très mauvaise posture, et que ça allait se jouer entre les Républicains et l'UDI et le FN. Et malheureusement, avec ces attentats, ça a un peu plus renforcé le FN qui, il faut le dire, la communauté musulmane en France est devenue un peu leur fonds de commerce, malheureusement. Une communauté en fonds de commerce pour gagner des voix. Nous retrouvons le même phénomène dans le nord, à Roubaix. Roubaix, une ville de 100 000 habitants et d'une centaine de communautés, qui a connu comme maire Jean-Baptiste Lebas, le fondateur des congés payés. Dans cette ville à 50% musulmane, Majdoulin Sbey, élu Écologie Les Verts, nous explique la situation de cette ville si particulière. Aujourd'hui, on a dans cette région un affrontement entre différentes forces politiques et notamment le Front National qui a réussi une implantation importante dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et donc le choix qui pourrait être fait du Front National par les électeurs témoignerait d'une volonté de repli sur soi. Et dans une ville comme Roubaix qui est vraiment emblématique de l'ouverture au monde, qui s'est tout entière construite dans sa relation avec le reste du monde, du point de vue économique, mais aussi du point de vue des populations qui sont venues vivre ici, ce serait complètement contradictoire avec finalement ce qui s'est passé dans cette ville. Si la droite ou l'extrême droite venait à être élue, il y aurait un renoncement sur un certain nombre de politiques publiques en direction de ce qu'on appelle les milieux modestes ou milieux populaires, dont sont issus la plupart des Roubaisiens. Et avec cette élection, soit on continue cet effort considérable, soit pour moi, on retourne en arrière ou même on se replie sur soi et donc on tourne le dos à cet avenir qui pourrait être meilleur pour les habitants. Dans cette région des réseaux d'entraide, Dominique Dumontet et Nawel Badawi,
de l'association Solidarité Roubaix, qui contribue à l'insertion des plus défavorisés, vivent dans la crainte d'une possible montée du Front National. Les ouvriers, les employés, les retraités se sentent trahis par le pouvoir en place qui est socialiste et ne se sont pas sentis plus en sécurité quand c'était le gouvernement de Sarkozy. Donc pour eux, il y a une trahison. Et la peur fait qu'on va essayer ceux qui n'ont pas trahi, puisqu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Donc, je sanctionne, je vote, soit je m'abstiens, soit je vote Front National. Les abstentionnistes que moi je rencontre du milieu populaire pauvre, quand on leur dit qu'il faut aller voter, ils me disent « Mais Nawel, on va voter pour qui? Ils ne nous représentent pas. Je ne veux pas leur donner l'illusion en plus que je leur fais confiance. C'est pas vrai. Donc je ne vais pas mentir. C'est mal de mentir. » Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment le parti qu'on nous dit qu'il est? C'est-à-dire à caractère fascisant, ayant des méthodes qui pourraient être des méthodes dures. Est-ce que, comme à Hénin, ils ont retiré le bureau de la Ligue des droits de l'homme? Est-ce qu'il va y avoir une chasse aux sorcières? Alors, maintenant, il y a une certaine crainte. Et je pense que Marine Le Pen, qui est loin d'être bête, l'a senti, puisqu'elle a dit qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, etc. Donc oui, il y a certainement une crainte, mais c'est trop... Deux régions phares, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la région PACA, qui peuvent tomber dans l'escarcelle du FN. Pourquoi ces deux régions? Jean-François Rebichon, du journal La Voix du Nord, nous apporte un éclairage lié à la configuration économique de cette région. On vit une crise politique, on est aussi toujours dans une crise économique. Peut-être la différence, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, quand est arrivée la crise économique, et c'est notamment très vrai ici sur Roubaix-Tourcoing, on sortait d'une crise industrielle très forte. Ici, les dernières grosses entreprises textiles ont fermé au début des années 2000, et c'était des usines qui employaient des centaines et des centaines de personnes très peu qualifiées. Donc, qui sont restées sur le carreau parce que très dur à reconvertir. Voilà. Et elles sont d'autant plus restées sur le carreau qu'est arrivée la crise économique. Il y a des taux importants de chômage, supérieurs aux moyennes régionales, nationales, mais il faut savoir que dans nos villes, il y a des quartiers où le taux de chômage atteint les 40%. À Tourcoing, il y a un quartier qui s'appelle la Bourgogne où le taux de chômage dépasse les 40%, et les moins de 25 ans représentent 40% de la population de ce quartier. C'est-à-dire qu'il y a des destins déjà brisés à 25 ans dans ces quartiers. On est sur des voies de garage dans ces quartiers. Et donc forcément, il y a un désespoir qui est très fort, qui est très grand, peut-être plus grand ici qu'ailleurs, et donc qui se manifeste soit par une abstention qui favorise, de certaine façon, la montée du Front National, mais aussi par un rejet des partis traditionnels qui favorise également la montée du Front National. En région PACA, ce seraient plutôt les pratiques politiques qui sont à mettre en cause. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la progression du Front National, elle est fulgurante. Fulgurante. Parce que justement, il y a un vide politique. Et il y a un désintérêt de nos concitoyens français vis-à-vis des partis traditionnels qui sont dans le département dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, qui sont liés au clientélisme, qui sont liés au favoritisme, qui sont liés au népotisme. Certains élus n'hésitent pas. Dans ce département des Bouches-du-Rhône, et dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à mettre des membres de leur famille pour leur succéder, sur leur liste. Et pire, et c'est là que le danger guette, il y a même des Français qui ont des origines étrangères, des origines maghrébines, et contre lesquels le Front National va œuvrer s'ils arrivent au pouvoir, qui aujourd'hui disent « Mais pourquoi est-ce que vous voulez que je ne vote pas pour le Front National? Je préfère voter pour l'original plutôt que pour des partis qui se disent républicains et qui en réalité en son sein comportent des éléments racistes. » Ainsi, il y aurait des Français d'origine maghrébine qui votent contre leurs propres intérêts. Une situation spéciale à Marseille? Nous avons posé la question à Jérôme Fourquet, l'auteur du livre « Karim vote à gauche et son voisin FN ». On avait déjà eu ce débat-là au moment des municipales, notamment quand un représentant du Front National a conquis 2 arrondissements de Marseille, dans le nord de la ville,
recouvrent en partie les fameux quartiers nord, donc quartiers de grands ensembles, où habite effectivement une population en bonne partie issue de l'immigration maghrébine. On constate que c'est d'abord les bureaux de vote où la population issue de l'immigration est la moins importante que le FN a fait ses voix. Et que les quartiers ou les bureaux de vote où cette population était importante ont encore à l'époque majoritairement voté pour la gauche. Cela étant, ce n'est pas impossible, hein, et c'est même assez évident, qu'une partie de cette population puisse ponctuellement voter pour le Front National. Mais que représente ce vote sur l'ensemble des Français d'origine maghrébine? Jean-Yves Camus, politologue et spécialiste de l'extrême droite, nous précise ce qu'il faut comprendre dans ce vote de rébellion. On estime généralement qu'il y a aux alentours de 5% des Français de confession musulmane qui votent pour le Front National. Bon, c'est 5% de ceux qui votent, et avec un taux d'abstention qui est proche de 50% au premier tour, et dans les communes dites de banlieue, un taux d'abstention qui est beaucoup plus élevé que 50%, puisque le véritable problème des banlieues, c'est pas le vote pour le Front National, c'est le fait que les gens, notamment les jeunes, ne vont tout simplement plus voter. Un vote ultra minoritaire. Et pourtant, le Front National mène une campagne de plus en plus visible vers les populations de banlieue, dont sont issus de nombreux Français d'origine maghrébine. Dans les entretiens que nous avons pu réaliser ou nous avons pu mener, un certain nombre d'électeurs issus de l'immigration, se définissant comme musulmans ou pas, mais issus de l'immigration, ont tenu des propos très durs sur l'insécurité, sur le trafic de drogue, sur le laxisme des autorités et même parfois sur les nouveaux immigrants, ceux qui arrivaient du bled, ceux qui arrivaient d'autres pays, qui se comportaient mal, qui n'intégraient pas les codes. Parfois, on avait l'impression d'être en face d'un électeur classique lambda du Front National. Des votes arabes pour le Front National, mais pas seulement. Ils ont même des candidats comme Yasmine Benzelmat, une jeune cadre qui travaille dans la finance. Elle défend les couleurs du parti frontiste dans les Yvelines, en Île-de-France, et nous explique sa démarche. J'ai adhéré au Front National pour la première fois début 2011. Et à partir de ce moment-là, j'ai enchaîné avec un défilé du 1er mai où j'ai rencontré vraiment un large panel de militants du Front National. J'ai été vraiment très bien surprise par l'accueil, le respect de ces personnes. J'aime les valeurs du Front National qui sont essentiellement le respect de la famille, de la nation France, qui est un pays effectivement d'accueil pour moi, enfin pour mes parents surtout, et qui nous a très bien accueillis et auquel on doit beaucoup. Mon père est né en Algérie, il est d'origine marocaine, mais il est né en Algérie et pendant l'indépendance, ils ont été forcés de retourner au Maroc. Et ma mère est née en Espagne et ils ont quitté la dictature de Franco. Alors, la famille de mon côté n'est pas au courant, du moins c'est un peu un sujet tabou. Du côté de la famille de mon mari, qui aussi a des origines maghrébines, ça a été très bien accueilli. Pour elle, il n'y a pas d'antagonisme entre ses origines et les thèses du Front National. Je ne pense pas que la lutte contre l'immigration que prône le Front National soit opposée à mes origines, parce qu'on lutte contre l'immigration massive et non pas juste l'immigration tout court. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir et pas accueillir dans des conditions correctes toutes les personnes qui sont effectivement dans des conditions difficiles dans leur propre pays. À toutes les époques et dans tous les pays du monde, parmi les populations venues de l'immigration, il y a toujours eu une frange petite de gens qui considéraient qu'ils étaient les derniers immigrés à avoir joué la carte de l'intégration et que ceux qui arrivaient après eux, eux ne la jouaient pas. Et que par conséquent, il fallait, mais après eux seulement, fermer la porte. Ça existe de manière naturelle. Le Front National a toujours et encore comme principal carburant le ressentiment ou la défiance ou le rejet face à l'immigration. La question de l'immigration, elle demeure centrale dans l'électorat frontiste. Quand on a dit ça, on comprend du coup la difficulté de faire dans le même temps des appels du pied à l'électorat immigré ou issu de l'immigration ou musulman. Ce qu'ils ont essayé de faire, mais je pense que la grande majorité de ces électeurs ne sont pas dupes, et donc on ne peut pas, si vous me permettez l'expression, gagner sur les deux tableaux, ce qui est impossible, en
tout cas à ce stade. Rien ne choque Yasmine, pas même les propos de Marion Maréchal Le Pen, qui parle de rangs différents entre musulmans et catholiques en France. Je pense que ce qu'elle a voulu dire, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est que la religion d'accueil, on va dire, et d'origine de la France, se doit d'être à la fois accueillante et un modèle pour essayer d'intégrer tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Effectivement, la France a des origines et des traditions qui sont de l'héritage catholique, donc il faut les respecter. Mais à part ça, les musulmans ont aussi leur place en France dès lors qu'ils respectent la laïcité et qu'ils n'ont pas de revendications politiques avec leur religion. L'assimilation, ce n'est pas l'intégration. L'assimilation, selon le Front National, c'est le fait de laisser au vestiaire, sitôt qu'on devient français, toute forme de particularisme. Or, il est parfaitement possible de conserver une partie de sa culture d'origine, ou sa culture d'origine d'ailleurs dans son entièreté, et d'être parfaitement français. Le Front National, il ne veut pas ça. Il veut que vous optiez à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre. Or, les identités des gens, elles sont heureusement beaucoup plus complexes que ça. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. La campagne bat son plein en Île-de-France, avec un parti frontiste qui occupe une place centrale dans les médias. Un parti qui ne laisse pas indifférentes nos candidates. Je n'ai absolument rien de commun avec le Front National, qui pour moi est un parti anti-républicain. Eh bien, moi, je trouve que ce côté discriminant, même à certains moments raciste, dans le discours du Front National, il n'est pas acceptable pour moi. Donc, le premier ennemi, c'est vraiment le Front National. Et puis après, on a des adversaires politiques qui, j'espère, ne deviendront pas des ennemis. Parce qu'au regard des arguments développés par la droite aujourd'hui en France, je suis un peu inquiète. Voilà, quand j'entends Sarkozy aujourd'hui, je suis très inquiète sur ce qui est en train de devenir la droite en France. Nous, en tout cas, on ne se reconnaît pas du tout ni dans les valeurs de la gauche, avec une politique d'assistanat. Nous sommes contre cette politique d'assistanat. Et puis, le Front National, nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs, même si, effectivement, certains disent que c'est un parti démocratique. Mais en tout cas, moi, je ne me reconnais pas du tout. Enfin, les Républicains, nous ne nous reconnaissons pas du tout dans les valeurs du Front National. La meilleure manière de déconstruire, de combattre le Front National, c'est de déconstruire son programme. Parce qu'ils ont un programme économique, ils ont un projet de société qui est suicidaire pour la France, qui est suicidaire pour l'économie d'ailleurs. Il ne faut pas avoir honte de nos idées. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'effectivement, nous pouvons avoir une France décomplexée. Ça, je pense qu'il ne faut pas... non, il faut oser, il faut combattre pour que nos valeurs du mérite, du travail, soient vraiment reconnues. Dans le monde dans lequel on vit, en France, depuis quelques années, on a une crise sociale, économique, avec le chômage, avec toutes les variantes que l'on connaît. Et je pense que c'est important d'être auprès des citoyens, parce que nous sommes des élus du peuple. Et il faut vraiment être à leur côté, avoir une écoute en permanence. Nous sommes le 6 décembre, jour de vote, à Meaux, Roubaix, Marseille, Massy ou Paris. 43,5 millions de votants sont appelés à élire les 1757 conseillers régionaux, après une réforme territoriale qui ramène les 22 régions à 13. À Marseille, Abdelkrim fait le tour des bureaux de vote et essaye de mobiliser les électeurs, surtout pour contrer le FN. Vous filmez les rares votants qui viennent voter ou... Heureusement, si on n'y croirait pas, je pense qu'on ne serait pas là en train de voter, quoi. Voilà. À Meaux, Amida remplit son devoir de citoyenne, dans une zone pavillonnaire tout juste rénovée, au milieu d'ensemble HLM. C'est un devoir de citoyen de voter. Beaucoup de femmes et d'hommes sont morts pour ça. C'est important de voter parce que ça a fait changer les choses et aujourd'hui, c'est un moment important. La première partie de cette campagne s'est très bien déroulée et on va voir la suite maintenant. Le pronostic que j'ai, c'est que j'espère qu'il soit le meilleur pour nous. Voilà. On retrouve également Ella au bureau de vote de Massy. Un devoir important pour la conseillère sortante qui espère que Claude Bartolone arrivera à faire mentir les sondages. D'abord, c'est toujours important parce que quand on ne décide pas soi-même, ça veut dire que ce sont les autres qui décident pour vous. Donc c'est un moyen de faire vivre la démocratie, le pouvoir du peuple.
en quelque sorte. Voilà, c'est aussi une manière de montrer qu'on reste debout, qu'on est mobilisé, qu'on ne se laisse pas faire et que c'est par la voie de la démocratie qu'on défendra la République. C'est vrai qu'on a eu une campagne très très courte sur la dernière ligne droite pour tenter de mobiliser avant tout autour du message républicain. Le pronostic, il est entre les mains des électeurs. Moi, je ne fais jamais de pronostic par définition parce que c'est la démocratie que de laisser les électeurs choisir. Et à 20h, je pourrais vous dire ce que j'en pense à peu près. Après avoir voté, elle fait le tour des bureaux de vote pour avoir une idée du taux de participation. La participation, un des grands enjeux de ces élections. Au QG de Claude Barthelone, on observe les résultats avec angoisse. Si le candidat PS arrive deuxième, on espère un bon report des voix de gauche. Mais surtout, on s'inquiète du parti frontiste. Il est devant dans 6 régions et au niveau national devant les Républicains et le PS. La droite voit sa victoire ternie par cette poussée de l'extrême droite et les socialistes, quant à eux, sont en chute libre. Enfin, le parti de l'UDMF de Najib Azergui fait un modeste 0,52% en Île-de-France. Une première qui est vécue comme une réussite. Ça fait malheureusement plusieurs élections qu'on a un taux d'abstention extrêmement élevé. Ça veut aussi dire qu'il y a un sentiment de défiance des Français à l'égard du politique en général, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, et qu'il y a besoin de rétablir cette confiance par un travail de proximité, par une connexion plus grande entre les enjeux politiques des collectivités, mais aussi au niveau national. Mais le grand vainqueur des élections reste le parti des abstentionnistes, avec 50% des électeurs, qui comprend en son sein une grande partie des Français d'origine maghrébine, comme nous l'explique Jérôme Fourquet, qui a mené une enquête exceptionnelle sur le vote musulman. On a un électorat musulman qui, en tendance, est quand même moins politisé que la moyenne, pour toute une série de raisons, plus jeune, plus modeste, moins intégré à l'histoire politique du pays, et qui donc s'abstient plus facilement, notamment sur des élections intermédiaires. Sur les personnes qui se déclarent comme étant de confession musulmane, qu'elles soient très pratiquantes ou peu, on est sur à peu près 5% du corps électoral français. Donc c'est significatif, mais on voit qu'on est loin d'un certain nombre de fantasmes qui sont parfois agités par certains. Une étude qui fait ressortir un fort vote pour la gauche, et ce, depuis plusieurs années. Ce qu'on a constaté, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012, c'est que le vote des personnes qui se déclaraient de confession musulmane était extrêmement ancré ou favorable à la gauche. Je vous donne juste un chiffre pour qu'on voit bien l'ampleur du phénomène. Sur le deuxième tour de l'élection présidentielle, François Hollande a obtenu 86% des voix des personnes qui se déclaraient musulmanes dans notre enquête. 86%, c'est à comparer avec son score national moyen, qui est de 51,5. Donc il y a une prime, il y a un survote de plus de 30 points, 35 points en faveur de François Hollande au deuxième tour de la présidentielle. Bon nombre, enfin une part importante des musulmans qui ont voté pour François Hollande l'ont fait d'abord contre Nicolas Sarkozy, parce qu'ils étaient en désaccord, ils désapprouvaient très fortement la tonalité de sa campagne, notamment dans la dernière période, et donc une partie d'entre eux s'est sentie stigmatisée ou visée. Sur quelles valeurs votent les musulmans? Sur le social, le religieux ou l'économie? À la suite des municipales qui se sont mal passées pour la gauche, beaucoup de candidats socialistes battus ont dit, alors même qu'il ne faut pas parler de communauté en France, on dit on a perdu le vote musulman. Et on a perdu le vote musulman à cause du mariage pour tous. Parce que les musulmans étaient très opposés comme les catholiques, et ça nous a coûté des milliers et des milliers de voix. C'est sans doute partiellement vrai sur la frange la plus religieuse et la plus confessionnalisée de cette population. Mais les analyses et les enquêtes de terrain qu'on a pu mener ont montré que le ressort principal de ce décrochage ou de ce désamour était une insatisfaction ou une déception très forte vis-à-vis des promesses qui n'avaient pas été tenues par le candidat François Hollande autour du slogan « Le changement, c'est maintenant ». Cet électorat, comme d'autres électeurs de gauche, mais peut-être plus que d'autres électeurs de gauche encore, attendait beaucoup de François Hollande et d'une vraie rupture avec la période sarkozyste dont on a vu qu'elle avait fortement heurté les musulmans de ce pays. Sur toute une série de sujets, mais principalement sur les questions économiques et sociales. Emploi, pouvoir d'achat, logement,
cadre de vie et également sur les questions de sécurité. Et donc, face à cette absence de résultats, ces électeurs n'ont pas, comme on l'a dit, massivement basculé à droite, ils sont tout simplement restés chez eux, ce qui a coûté des dizaines de milliers de voix à la gauche. Pour la majorité de nos intervenants, leurs réponses sont sans appel. Il n'y a pas de vote musulman. En France, je pense que les chiffres varient énormément, mais on sait qu'il y a plusieurs millions de citoyens de confession musulmane qui sont des citoyens, et donc forcément qui votent. Donc si on parle sur cet aspect-là, oui, il y a forcément des individus qui votent et qui sont musulmanes. Je ne sais pas, a priori, moi je cible tous les patriotes. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'un vote musulman, pour moi, c'est un vote républicain. Moi, je n'isole pas l'électorat maghrébin de l'électorat national. Parce que voilà, il y a des Maghrébins pauvres, il y a des Maghrébins riches, il y a des Maghrébins très bourgeois, puis il y a des Maghrébins qui ont des intérêts de catégorie sociale, disons les choses comme elles sont. On fait de la morale. Le deuxième tour risque d'être très serré dans nombre de régions, où les stratégies des deux partis sont très différentes. Le PS décide de retirer ses candidats pour faire gagner la droite, avec un mélodrame notamment dans l'Est. Le Front républicain va-t-il empêcher le Front national de remporter des régions ? Tout va se jouer lors du deuxième tour. Nous sommes le 13 décembre, nouveau tour de vote en France. À Marseille, après le devoir républicain, Mohamed El Rabaï décide de retrouver des amis de tous bords politiques à son QG. Ils s'appellent Saïd, Fatia ou Fatima, ils sont journalistes, médecins ou restaurateurs, français d'origine marocaine et algérienne, ils ont décidé de partager ensemble cette soirée électorale, forcément tendue vu le contexte politique local. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de dire qu'ils votent Front National. Ça s'est complètement banalisé. Alors avant, c'était les gens, ils se cachaient, ils votaient dans le secret de l'isoloir. Aujourd'hui, non. Les gens, ils s'affichent, ils tractent, ils sont présents dans les bureaux, ils n'ont plus peur, ça y est, ça s'affiche. C'est là, je crois qu'ils votent pour le FN par dépit, parce qu'ils en ont marre. Mais quelle solution ils vont apporter le Front National? Non, moi je me positionne, je vais soutenir celui qui défend mes idées. Je me positionne en fonction d'idées, non pas en fonction de parti. Est-ce qu'on te donne aujourd'hui envie de voter? Il n'y a personne qui te donne envie de voter. Puis quand tu vas dans certains secteurs difficiles à Marseille, moi j'y suis allé, je te jure, tu poses la question aux jeunes, ils te disent pourquoi faire? Tu ne sais pas quoi leur répondre. Alors oui, faites votre droit civique, allez voter parce que c'est un droit, il faut voter, c'est important. Ben, effectivement, ils vont aller voter, mais bon, ils vont mettre une enveloppe vide, et puis voilà, ils vont voter blanc parce qu'ils ne croient ni à l'un ni à l'autre. Au QG de Claude Barthelone à Paris, on attend avec impatience les résultats également. Les estimations sont très serrées entre le candidat PS et la candidate des Républicains. Aïe, 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 aïe. Bon, déjà, le vote est en hausse, déjà. Ouais, 9%. Ben, 9%. J'espère qu'ils ont voté du bon côté. Si le FN prend 9% de plus, c'est bon. Hein. On peut faire les valises. Oh, de suite. Alors, cette estimation nationale, 5 à 7 régions. 0 le FN. Bon. Yes. L'information principale de cette soirée, c'est 0 région pour le front. Yes. Autre région. Estrosi. C'est pas pour Estrosi ou Ginès, bon, c'est parce que... c'est pour le Front National qui chute. Ouais. Avec les Républicains et ses alliés, et Marion Maréchal Le Pen, 45,5% pour le Front National. Eh bien, on pourra dire que le Front républicain a encore fonctionné. On soit limite pour oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, voilà. Si à Marseille les invités sont soulagés, à Paris également, le 0 région pour le FN rassure les militants socialistes. Avec la carte France telle qu'elle se dessine, la voici. Pas de victoire pour le Front National. Que ce soit Estrosi ou Marion Le Pen, c'est exactement la même chose. C'est peut-être dur, mais c'est... Non, c'est pas dur, le discours. Voilà, dans le discours, ok, mais la seule chose, c'est qu'on légitime pas le Front National. Ça, c'est la moitié. Oui, ça, oui, bien sûr. Les sont un peu communes. Voilà, j'ai envie de le dire, mais c'est vrai, bon, Estrosi a quand même un passé qui est assez lourd. Non, aujourd'hui, ils n'ont aucune légitimité. Aujourd'hui, ils peuvent pas sortir et dire on a gagné par rapport à nos idées ou par rapport à notre programme. C'est ce qui est dommage.
pour nous. Je ne pense pas que ça change certaines choses, mais il y a simplement que le Front National n'est pas passé. Ça, oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mobilise les gens toujours sur la peur du FN. On n'est pas allé les voir pour leur dire de voter avec des projets. Il faut écouter cette partie de la France qui aujourd'hui est dans la contestation, donc vote Front National, parce qu'il y a des vraies questions aujourd'hui à se poser et que malheureusement la droite, la gauche aujourd'hui ne veut pas en entendre parler. À Paris, on attend toujours les résultats, qui sont extrêmement serrés entre les deux candidats. En faveur de Valérie Pécresse, qui obtiendrait 43,2 contre 42,9 pour la liste PS, ELV, Front de Gauche de Claude de Barthelone, 13,9 pour Valorant de Saint-Just du Front National. Très léger avantage en faveur de Valérie Pécresse. Un point en Ile-de-France, c'est environ 22 000 voix. Alors 0,3, ça fait quelques milliers de voix. On est encore sur une issue incertaine, mais là, avantage pour Valérie Pécresse. Alors justement, on part au QG de Valérie Pécresse, rejoindre notre envoyé spécial Johan Usaï. Quelles sont les informations qui circulent autour de nous? Quelle est l'ambiance au QG de Valérie Pécresse? Alors que Valérie Pécresse fête sa victoire avec ses partisans, la discussion à Marseille tourne autour du vote musulman et de l'implication politique de chacun. Je ne pense pas que la communauté franco-maghrébine se soit mobilisée tant que ça pour voter au deuxième tour. Même si ce n'est pas pour eux des élections qui ne sont pas très importantes, oui, au premier tour, ils n'ont pas voté, mais au deuxième tour, ils sont partis voter. Moi, je le sais parce que je suis dans le centre-ville. Moi, j'ai une question. Si par exemple, il y avait une personnalité politique issue de la communauté et qui correspond vraiment à tes idées, à tes valeurs politiques ou citoyennes, est-ce que tu ne serais pas plus tenté de voter ou de croire en cette personne-là? Absolument, mais je voterai pour quelqu'un je voterai pour quelqu'un qui porte mes idées, qui défend mes idées, et non pas parce qu'il est de la communauté. Si j'ai quelqu'un de la communauté qui ne défend pas mes idées, je voterai contre. Donc je ne fais pas de communautarisme. Ah mais là, je pense qu'on est tous d'accord. Moi aujourd'hui, il n'y a aucune association musulmane qui me représente. Donc j'assume mes idées, mais je n'adhère à aucune idée d'aucune association musulmane qui parle au nom des musulmans. Je regrette, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je crois que c'est, à la limite, je crois que c'est même la majorité en France. Je ne crois pas qu'il y ait une conscience politique d'une communauté musulmane, franco-musulmane. Non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne votent pas. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas concernés. Il y en a beaucoup qui ne suivent pas l'actualité. Alors certains qui s'engagent, ils s'engagent, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui nous attire, il n'y a rien qui nous intéresse dans l'offre politique actuelle. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une scission, moi dans ma pensée en tout cas, entre le vote franco-musulman et le vote français. C'est un vote français. Donc je pense que je ne vais pas dans cette idée m'identifier à un vote franco-musulman. Je vote en tant que Français et j'attends effectivement des personnes à ce qu'ils travaillent pour le pays. Voilà. La communauté elle se sent, mais vraiment ils se sentent français à part entière. Et en face, tu as des gens issus de la politique ou du monde économique qui te regardent, tu le vois dans leur regard, mais qui ne te considèrent pas français. Si tu es sur les listes électorales et que tu votes, on va t'écouter. Si tu ne votes pas, tu n'intéresses personne. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est voter. Notre force, c'est notre carte d'électeur. Aujourd'hui, c'est la carte d'électeur. Avec ça, on brandit ça. Vous ne voulez pas de nous, ben voilà, on sait voter et on sait comment voter. Mais je pense qu'à l'avenir, et je pense que c'est ce qu'on est en train de commencer à faire aujourd'hui, c'est de réunir un peu, je ne vais pas dire les têtes pensantes ou les gens, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui réunir des gens et commencer à construire, ça sera sûrement une longue construction, ça sera peut-être difficile. Il y aura des gens qui seront là pour casser, il y aura des gens qui seront pas là. Ces élections ont vu émerger une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques quadragénaires au pouvoir. Mais quel autre enseignement pouvons-nous tirer de ce scrutin? L'enseignement du premier tour, c'est que le Front National atteint un score historique de 28% des voix. C'est donc un parti de premier tour qui s'inscrit dans la longue durée du paysage politique français. C'est tout de même 6 millions de voix, mais... et on arrive à l'enseignement du second tour, lorsque les appareils de la gauche social-démocrate et de la droite conservatrice donnent des consignes de vote contre le Front National, les électeurs suivent ces consignes, y compris les électeurs de la gauche dite radicale. Quand on regarde la carte du vote, on voit effectivement une France éclatée, où trois forces politiques se partagent l'électorat, les Républicains, le Parti Socialiste
et le Front National. Mais les poches de vote pour le Front National sont moins importantes que celles pour le reste des formations. Le Front est le seul parti en France qui n'est pas d'alliés. L'UMP a des alliés, ce sont les centristes. Le Parti Socialiste a des alliés qui peuvent être, par exemple, Europe Écologie Les Verts ou le Parti Radical de Gauche. Eh bien, le Front National n'en a pas. Et tant qu'il n'en aura pas, il ne réussira pas à s'en sortir. Or, pour qu'il ait des alliés, il faut qu'un certain nombre d'autres formations politiques acceptent de s'allier avec lui. Il ne suffit pas que le Front National dise « oui, on est ouvert à des alliances ». Il faut qu'en face, les autres soient ouverts à des alliances. Tant que cette configuration restera d'actualité, le Front National peut être le troisième parti de France, mais il est le parti des trois qui n'accède pas au gouvernement. Ces élections étaient le dernier banc d'essai avant la présidentielle de 2017. Nul doute que le vote musulman aura son incidence et que le Front National aura également son mot à dire. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le vote musulman fait ou défait une élection. D'une part parce qu'il est encore relativement limité, 5%. Aucune des deux régions à forte présence maghrébine n'est tombée aux mains du FN. Mais il reste une certitude. Les Français d'origine maghrébine peuvent être la clé de la future élection présidentielle. S'ils vont voter, et poussent les partis traditionnels à leur créer des places. On voit que quand des personnes elles-mêmes issues de l'immigration se présentent et montent des listes, elles obtiennent des scores assez importants dans les bureaux de vote où une population issue de l'immigration est présente. Et donc nous, on a plutôt parlé d'un vote affinitaire que d'un vote communautaire. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que cet électorat est en demande d'une représentation politique, soit dans les partis traditionnels si on leur laisse la place, soit dans des candidats indépendants, mais que pour que cela fonctionne, il ne suffit pas de leur ressembler, il faut encore incarner des valeurs et un parcours d'intégration réuni. Néanmoins, quand un certain nombre de candidats se présentent dans ces quartiers-là, ils parviennent, s'ils sont crédibles et légitimes, à obtenir un nombre de voix significatif. Donc il y a énormément d'enjeux. Et ce n'est pas créer un ministère de la ville et y mettre Kifadela Amara un jour, et ensuite on prend Tokia Saifi, et ensuite on prend Rachida Dati, même si on l'a mis au ministère de la Justice, et aujourd'hui Nadjet Vallaud Belkacem, qui fait plutôt bien son travail, je tiens à le dire, au niveau du ministère de l'Éducation. Je ne les mets pas dans un même plan. Mais bien évidemment que ça a été la politique qui a été menée depuis des décennies. On prend une personne symbole, entre guillemets, de la communauté maghrébine et musulmane, on essaie de la mettre en avant tout en sachant que derrière, il n'y a pas les moyens. Or, il faut une politique ambitieuse d'urbanisation, de déghettoisation de ces quartiers, pour que ceux qui sont dans ces ghettos se sentent pleinement français, qu'ils soient mélangés aux autres Français, qu'il y ait une véritable mixité. Et il faut s'en donner les moyens. Il ne faut pas juste saupoudrer, il ne faut pas juste avoir un discours plein de bonne volonté. Il faut agir. Je demande aux femmes et aux hommes politiques de ce pays d'agir dans ce sens-là, pour que ces Français d'origine maghrébine, qui sont de confession musulmane, se sentent pleinement français et se sentent pleinement des enfants de la République. Voilà, Média Investigation, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. En effet, votre magazine de reportage devient désormais bimensuel. Nous nous retrouverons donc le 2e et 4e mardi de chaque mois. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie.